Salut, c'est Émilie et tu écoutes Maman à Maman au cœur du TDAH. Aujourd'hui, je ne vais pas faire semblant de commencer par autre chose que ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai découvert mes invités. Plus de 6 000 abonnés, plus de 3 millions de vues, 75 familles accompagnées en France, en Suisse, en Belgique, au Canada et dans les dom-toms. Et tout ça en un mois et demi. Laisse-moi répéter, oui, en un mois et demi. Quand j'ai vu ces chiffres, j'ai posé mon téléphone et j'ai soufflé un grand coup. Parce que derrière ces chiffres, ce n'est pas un algorithme qui a bien tourné, c'est des familles qui attendaient, qui cherchaient, qui avaient besoin qu'on leur dise: «Enfin, tu n'es plus seul. Ce que tu vis, c'est réel et on est là». Jérémy et son épouse ont créé l'association Les Petits Éclairs pour accompagner les enfants avec des troubles de l'attention et leurs familles. Pas des experts, pas des médecins, des parents qui en avaient assez de frapper à des portes qui ne s'ouvraient pas et qui ont décidé d'en construire une nouvelle. Leur histoire m'a remuée et je sais qu'elle va te remuer aussi. Jérémy, bienvenue dans l'épisode de Maman à Maman au cœur du TDAH. Merci Émilie, merci déjà pour, ton invitation. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je sais ce que c'est d'être, un parent d'un enfant, neuroatypique et également ça me concerne aussi et je sais ce que c'est quand on est parent et qu'on cherche de l'aide et qu'on ne trouve rien, ce que ça fait. Alors, voilà les petits éclairs, c'est né de ce manque, d'une douleur, d'une demande, mais aussi, d'une envie. Une envie qui est immense, qu'il n'y ait plus aucune, famille qui ne traverse, tous ces chemins et tout cela de manière seule. Pour remonter un petit peu en arrière, avant les 6 000 abonnés, c'était quoi votre quotidien? Est-ce que, tu peux nous raconter une journée ordinaire, avec, Oui, la bien sûr. neuroatypie de ton enfant et la tienne? Bien sûr, beh, le quotidien, c'est, je dirais qu'en fait, c'est à la fois du soleil, c'est à la fois une tempête. C'est une journée, peut être associée au mot défi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des matins, ça peut déraper. Il y a des crises, qui peuvent arriver à tout moment de la journée, on ne les comprend pas. Des rendez-vous aussi, médicaux qui s'enchaînent et surtout, beh, le sentiment d'être seul et pas compris, d'être incompris. On avançait vraiment avec ma femme, même si on se renseignait à l'aveugle. C'est vraiment cette notion-là. Et à quel moment vous avez, réalisé, ton épouse et toi, qu'il n'existait rien pour vous, concrètement autour de chez vous? Alors nous, on a cherché des associations, plutôt locales en fait, parce qu'on s'est rapproché d'associations nationales. Ils ne donnaient pas forcément l'heure, en fait, en termes de réactivité. On sentait vraiment que les réponses étaient, calibrées pour tout le monde, la même et quand on a cherché des aides concrètes, humaines et accessibles à proximité, on s'est retrouvé sur des listes d'attente, des portes qui étaient fermées ou alors des réponses qui correspondaient pas du tout à la réalité de ce qu'on vivait et la réalité du terrain. Du coup, moi, le podcast, c'est beaucoup destiné aux mamans, mais c'est bien d'avoir un papa. Donc Jérémy, toi, personnellement, comment tu as vécu ça? Merci, sinon je pourrais me mettre des cheveux longs. Beh, moi, ça a été difficile à vivre, en fait, parce que du coup, je me suis senti, responsable, forcément. Mmh. On sait que le trouble du TDAH ou les troubles neuroatypiques, il y a quand même un pourcentage, de transmission qui varie entre 40 à 70 suivant les cas. Mmh. Responsable fortement et très, très inquiet de savoir comment ça allait se passer pour mon fils, pour l'évolution de l'école, maternelle et primaire et même collège, et même plus loin lycée. Parce qu'on sait que, souvent on met ses enfants dans des cadres, c'est mal expliqué, c'est mal orienté et souvent c'est mal vu aussi donc voilà, inquiet. OK, merci. Mais c'est important aussi parce que c'est vrai que j'ai souvent des mamans, je crois que c'est, oui, tu es le premier homme, papa d'un enfant TDAH, qui est à mon micro donc Ah, merci, merci à toi. tu vois pour le 21e podcast, vu qu'il y a cette règle de 20, pour le 21e tu as un papa. Exactement, merci beaucoup. Donc comment vous avez cherché de l'aide, psy, orthophoniste, association, internet? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et surtout, qu'est-ce qui vous a manqué? Alors nous, c'est vrai que depuis, que mon fils Samuel donc il est né, on s'est beaucoup, documenté, renseigné, lit des ouvrages, participé à des conférences, à des webinars. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose et il a été très, très jeune diagnostiqué parce qu'il est Mmh. reconnu par la MDPH depuis ses 2 ans et demi, ce qui est rare parce que normalement un enfant, c'est plutôt sur ses 6 ou 7 ans, Oui. sur le parcours classique et c'est vrai que on a été accompagné donc par une très, très jeune psychomotricienne, mais vraiment qui est dans cette notion de bienveillance, d'accompagnement et d'empathie. Donc ça, tout le monde ne l'a pas et je remercie, le ciel d'avoir trouvé cette personne-là. Mais voilà, ce qui nous a manqué, c'est vraiment un lieu où on peut parler sans jugement, sans honte. Un lieu où on comprend
enfin les enfants, on comprend nos enfants atypiques avant d'être jugés, regardés différemment et où on se dit surtout: «Tu n'es pas seul». C'est ça qui nous a manqué. Oui. Oui, parce qu'il y a personne qui vous a après le diagnostic, qui vous a aidé ou guidé dans le quotidien finalement? Non, on nous a orientés vers des associations, nationales, hein, que ce soit l'association TDAH France ou REACT, Mmh. REACT. Mais c'est des associations, en fait, où il faut majoritairement payer, des sommes d'argent et après, on peut poser des questions, mais on a des réponses par mail, mais on n'a pas quelqu'un comme moi qui va répondre en tant que président, qui va prendre le temps pendant une demi heure, 1 heure de parler avec la personne et surtout, j'ai pu échanger avec d'autres parents et souvent, quand on devient membre d'une association, on paye certes, hein, on a un premier contact, mais après on a la sensation d'être abandonné et lâché, en fait. Mmh. Parce qu'il y a trop de demandes, parce qu'ils savent pas gérer, tout le monde et donc voilà, moi c'est sur cette notion-là, en fait, que j'insiste beaucoup, je leur dis à toutes les personnes à qui que j'accompagne, je leur dis: «Voilà, je serai là en septembre, mais je serai là aussi pour 2027 pour vous souhaiter la bonne année, je vais pas vous lâcher, quoi». C'est vrai Non, que c'est ça. c'est ce que j'ai ressenti quand on a fait le 1er appel tous les 2. C'est vrai que tu m'as enfin voilà, on a échangé pour parler du podcast, pour parler, de l'association Les Petits Éclairs et c'est vrai que tu m'as donné aussi plein de tips, plein de tuyaux parce que bon, comme vous le savez tous mes auditeurs, que je suis aussi, maman de Charlie, aidante de Charlie qui est le trouble de l'attention et c'est vrai que tu m'as donné, plein de valeurs, plein de conseils avec ton épouse, lors de l'appel donc, bah, C'est normal et on le fait merci beaucoup pour vraiment, ça. c'est normal, on le fait vraiment avec grand cœur et bienveillance, parce que je dis toujours le cœur avant l'argent et quand tu disais des tuyaux, des tips, beh, mon papa était plombier de métier donc voilà, on reste dans les tuyaux. Non, mais voilà, il faut vraiment moi je pense qu'on est tous humains en fait et il y a cette notion d'entraide qui se perd un peu de bienveillance et heureusement qu'il reste des gens, que je peux rencontrer, depuis 1 mois et demi avec de la bienveillance. Alors il y en a peu mais voilà, je mise plus sur ce peu de gens bienveillants que ces gens qui sont plutôt malveillants. Voilà, ça fait sens et puis la plomberie, voilà, les tuyaux, les tips, bah, tu vois, c'est un clin d'œil à ton papa. Oui, c'est ça, c'est petit clin d'œil. Donc, à un moment donné, toi et ton épouse, vous avez cherché, donc j'ai bien compris qu'il y avait pas grand-chose, et à un moment donné, au lieu de vous résigner, pardon, vous avez décidé de créer et ça a été quoi la bascule pour vous 2? Est-ce qu'il y a eu un moment précis? Oui, je dis souvent l'image en fait, du papa qui pleut qui se tape la tête contre le mur le soir et la maman qui pleure intérieurement, extérieurement. Ouais. On a rencontré des parents qui étaient dans ce cas-là, mais voilà, je vais pas vous cacher qu'on a été aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'autant on peut aider, des familles, mais autant nous aussi on a une charge mentale. On est comme tous ces parents-là, c'est-à-dire on vit des choses compliquées, c'est dur. Des fois on en a marre, on a envie simplement de tout envoyer balader, de prendre sa voiture et de partir prendre l'air. Après on est assez complémentaires avec ma femme, on fait des relais, mais voilà, c'est ça qui a fait basculer, c'est qu'on s'est dit, en fait: «On peut pas laisser ses parents comme ça sans aide et on Mmh. peut pas arriver à que ses parents, en fait, finissent à se séparer ou à divorcer», parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui, à cause du quotidien et de la charge, arrivent à ces finalités-là, alors qu'ils sont toujours amoureux. Mais la charge fait que, ça dépasse, l'amour des fois et on sait justement le niveau de cadre, au niveau d'un enfant neuroatypique, qu'il ne faut pas de changement et qu'il a besoin de ses 2 parents. Oui, tout à fait. C'est vrai que le quotidien, si, le couple n'est pas solide, c'est vrai que ça peut être, très C'est vite ça, la notion de difficile. fondation. Oui, exactement. Donc Jérémy, créer une association, c'est quelque chose de concret, c'est de l'administratif. Vous n'avez pas eu Oui. peur de vous lancer, avec ton épouse? Beh, écoute, non, pas vraiment. Alors moi, c'est vrai que j'étais assez asocial, jusqu'à fin janvier de l'année 2026. Je me suis rouvert parce que ma fille m'a traîné à un concours d'éloquence, dans une association culturelle de Montrégeau et finalement j'ai participé au concours d'éloquence, j'ai gagné et depuis, beh, j'ai ouvert un peu les chakras, sur cette association. Je suis d'ailleurs bénévole en tant que membre pour la partie responsable, de tout ce qui est événementiel pour faire les supports, la com et tout ça et non, j'ai pas eu peur trop pour me lancer. Je me suis dit simplement: «C'est quoi qui pourrait m'arrêter?» Et j'ai défini avec ma femme, en fait, une notion de valeur et voilà, on s'est dit: «Vraiment, c'est ce qui compte, les gens avec qui on va s'associer, il faut quand même qu'il y ait de la transversalité sur des valeurs». Donc on se refuse, concrètement des gens qui pourraient venir, docteurs ou neuro et qui diraient, «Bonjour, tout le monde sur Ritaline» à l'ancienne. C'est pas nos valeurs. Par Mmh. contre, on a une quantité, un éventail très, très large de personnes, professionnels de soins, avec des alternatives, différentes
et ça, c'est plutôt pas mal. Mais non, non, j'ai pas eu forcément de difficultés. Oui, après, forcément, je connais pas le milieu associatif, donc rédiger des statuts, faire des AG, constitutives et tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais je me suis fait, aider, j'ai pas honte de le dire, je me suis fait aider par une personne qui a 40 ans dans l'associatif. Voilà, et même lui, en fait, malgré ses 40 ans, on a eu quelques rejets, mais ça a pris. L'association a été lancée, elle est bien parue au journal officiel, donc il y a pas de problème, et beh, depuis 1 mois et demi, on voit qu'il y a une vraie demande, donc on est là. Tout d'abord, bravo pour, le concours d'éloquence parce que c'est un exercice qui n'est pas simple. Donc Non, bravo, bravo. surtout quand on n'aime pas parler en public, parce que faire preuve d'oralité, même si, voilà, on rigole et tout ça, pour moi, c'est un exercice qui est toujours difficile. Oui. L'oralité et la prise de parole en public, j'ai beaucoup travaillé sur ça. C'est toutes ces familles que j'accompagne, tous ces personnes-là me donnent du baume au cœur et me permettent de, un peu upgrader et de monter mon niveau un petit peu par rapport à l'oralité. Mais c'est jamais facile de parler en public, surtout quand tu as des gens qui ont les yeux rivés sur toi, Mmh. que tu as le mémoire, ta bonne rentrée en scène, c'est jamais facile. Bah, bravo pour ça et bravo pour, l'association. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pas failli ne pas le faire, par exemple? Où vous avez jamais douté? Alors c'est pas un moment où on n'a pas failli le faire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à la base, on était parti plus pour, créer une association plutôt large sur la protection de l'enfance. OK. Parce on a vu qu'il y avait énormément de problèmes sur les enfants aujourd'hui dans les écoles, ou avec des familles et tout ça. Mais finalement, on a vu mais ça il y avait aussi beaucoup d'enfants justement qui avaient des problèmes à l'école, qui étaient concernés par le TDAH, mais plus largement, ça touchait la famille, ça touchait plein de choses, plein de sphères, hein. Mais on a vu que c'était, quand même des dossiers qui étaient assez sensibles, où il y avait des structures derrière autres, et non, on n'a pas douté, on s'est pas posé de questions parce qu'on a vu notre fils, en fait, et on s'est dit: «C'est un petit éclair», donc on a vite Mmh. réfléchi au nom, et voilà les petits éclairs. Très beau nom, très beau choix. Bah, oui, c'est un clin d'œil, voilà, à votre fils, c'est beau. C'est plus qu'un clin d'œil, c'est parce Mmh. qu'en fait, les petits éclairs, ce sont des enfants, enfin des enfants, même, les adultes, hein, parce qu'il y a des petits éclairs qui deviendront après des grands éclairs, mais c'est des enfants, en fait, qui brillent, différemment, qui réfléchissent plus vite, et c'est surtout comme la notion d'un éclair, on sait jamais quand c'est que ça va frapper. C'est Oui, imprévisible, hein. c'est vrai, Et voilà, d'où les petits éclairs qui n'ont rien à voir avec les éclairs au chocolat ou au café, même si c'est très bon, mais voilà. Ouais, les petits éclairs, ouais. C'est quoi la promesse que vous voulez tenir absolument avec l'association Les Petits Éclairs que d'autres associations n'apportent pas? Alors j'ai déjà un peu répondu à la question, Émilie, tout à l'heure, mais Ouais. notre promesse à nous, c'est déjà d'être dans la réactivité directement. Mmh. C'est-à-dire que la dernière fois, une petite image, on était le lundi de Pentecôte, j'étais sur une autoroute, j'ai pris, mes AirPods, et je ramenais ma fille, en fait, mais j'ai parlé avec une personne pendant 30 minutes, mais elle me dit: «Mais je parle à qui?» «Vous parlez au président de l'association». Elle me dit: «Ah bon?» Toutes les personnes, en fait, je cherche pas à leur envoyer un mail, je les appelle directement. Mmh. Je peux parler entre, je sais pas, 20 minutes, 1h20. La promesse, en fait, elle est simple, c'est, d'aider, les familles maintenant, pas demain, pas dans 48 heures. Les aider maintenant, pas dans 6 mois. Mmh. Leur offrir un espace, convivial, humain, pas administratif, quelque chose de bienveillant, de coopératif, où il y a de l'empathie, de la chaleur humaine, et surtout, je leur dis toujours: «Voilà, vous n'êtes plus seuls. Oui. On est en train de monter une communauté, on n'est pas 2, on n'est pas 4, on n'est pas 6, on est plus de 6 000 à l'heure actuelle, et bientôt on sera Mmh. 10 000, hein». Eh bah, c'est chouette. En 6 semaines, vous avez dépassé les 6 300, abonnés, je crois. Oui, hier, oui. Ouais, et je précise que pour ceux qui sont pas dans le milieu, c'est un chiffre qui est, extraordinaire. Donc comment ça s'est passé? Comment vous avez lancé? Ouais. Alors Est-ce que tu peux nous en dire? on a été des fois un petit peu critiqués par des haters ou des participants anonymes, je Ouais. préfère le préciser quand même, qui ont remis souvent en doute ma légitimité, donc je peux le comprendre, dans le sens où on s'est attaqué aussi sur ce que j'ai pu faire dans ma vie et professionnellement. Alors, il faut savoir que moi, j'ai repris mes études il y a 3 ans, enfin il y a 4 ans, sur un bachelor marketing, commerce et négociation, et ensuite j'ai enchaîné avec un master à TBS, qui est une grande école, donc j'ai fait un master manager en stratégie de développement international, où Mmh. j'ai fait justement un mémoire sur la bienveillance, et à l'époque, j'avais un intervenant qui me disait: «Beh, justement, je pense que tu iras plus loin et un jour, cette bienveillance, tu la feras peut-être au plus large». On est en plein dedans. Mais c'est vrai que j'ai été critiqué sur ça, donc je préfère aussi préciser que dans les prochains mois, je vais passer un diplôme universitaire, à l'université de Strasbourg ou de Lyon, sur le TDAH, qui me donnera un peu plus de légitimité. D'accord.
Mais ça, c'est pas forcément obligatoire parce qu'après il y a le vécu aussi et le vécu, c'est que, je suis aussi TDAH, je suis aussi, TOP++ parce que je déteste qu'on me dise non. Je suis aussi TEC dans le sens où j'ai des troubles d'émotion du comportement avec beaucoup de TOC et par contre je D'accord, suis OK. HPI reconnu à 142 depuis mes 11 ans. Mmh. J'ai appris à vivre avec, hein, voilà, tout ce le HPI est reconnu, tout le reste est pas reconnu, il faut que je le fasse, mais voilà, tous les intervenants que j'ai pu, avoir au téléphone m'ont dit: «Tu es sacrément salé quand même sur le TDAH». Ça se voit. C'est pas nouveau, voilà, je coupe la parole, je me lance dans des grandes fresques de projets, je mange pas, je dors pas. Le soir, je dors que de 2 heures à 6 heures du matin, je dors en fractionné et j'ai une énergie débordante. Des fois, je suis complètement perdu dans ma propre ville alors que c'est tout bête, mais ça arrive aussi, voilà et je fais preuve d'impulsivité, voire des Mmh. fois d'agressivité, voilà. C'est les symptômes typiques d'un TDAH, classiques et quand on me dit non, ça me met dans une rage folle, hein, comme, tous les gens avec qui j'ai pu discuter. D'accord. Voilà, ça m'empêche pas d'être bienveillant, loin de là, je préfère le préciser. Mais voilà, donc on a été critiqué en disant: «On achète les abonnés». Alors, OK. non, on n'a jamais acheté des abonnés, on les a travaillés de manière organique, c'est-à-dire qu'on est allé les chercher un par un. Alors vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais quand je dis un par un, c'est vraiment un par un. On a certes partagé sur des groupes, liés au TDAH, et aux neurosciences, mais le nombre de messages qu'on a envoyés à des gens qui étaient en difficulté, hein, qui disaient: «Voilà, je lance une bouteille à la mer, je suis parti par anonyme, je suis épuisé, fatigué moralement, psychiquement» ou voilà. Chaque fois, chaque personne, on prenait le temps de répondre de manière, personnalisée à chaque Mmh. personne. D'accord. Alors certes, c'est, sur les 6 300, il y en a bien sûr d'autres qui sont venus parce qu'ils ont trouvé peut-être de l'attrait, sur des choses qu'on pouvait faire, au niveau des missions, qu'on propose. Mais la majorité, on est allé les chercher un par un. Mmh. J'ai été surpris, forcément, parce qu'au début, je me suis dit: «On est une association locale». J'avais pour objectif, pour sans mentir, d'arriver à 500 abonnés, au bout de quelques semaines ou mois. Oui. Voilà, maintenant je pour objectif d'arriver aux 10 000 abonnés parce qu'il y aura une partie aussi monétisable sur Facebook qui Ouais. pourra permettre de rapporter quelques dizaines d'euros, à l'association, tous les mois. Ce serait toujours ça de prix. C'est ça. Non, surpris, mais surpris et après pas forcément surpris parce que quand ça s'est enchaîné, j'ai dit: «Waouh, il y a des demandes partout de la France, tu fais quoi? Tu t'interdis de les répondre?» «Non, tu réponds aux demandes de Mmh. la France» et après, beh, oui, il y a eu les premières qui sont tombées de la Belgique, de la Suisse, des premiers Canadiens avec des bons matins, tabernacle le matin, les premières personnes aussi, de la Guadeloupe, ça qui m'envoyaient des photos de là où ils étaient entourés d'eau, la Nouvelle-Calédonie donc ouais, c'était costaud, mais j'ai jamais refusé quelqu'un. Ouais. Quel est le premier message que vous avez reçu et qui vous a montré que vous étiez, pas à côté, quoi? Une maman qui nous a envoyé un message, déjà les il faut savoir que la majorité des mamans que j'ai au téléphone sont en pleurs souvent, Mmh quand on mh. nous appelle. Très difficile, surtout que moi j'ai quand même la position d'homme, donc c'est une femme qui me parle. Donc il y a quand même une certaine stature et hauteur à garder. Mais c'est une maman qui nous a envoyé un merci tout simplement sur WhatsApp et qui nous a dit: «Pour la première fois, je me sens, comprise et normale» et c'est là qu'on a compris avec ma femme qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est beau, ouais. Et du coup, vous avez été est-ce qu'il y a des certains retours de personnes qui vous ont surpris? Alors c'est pas des retours, mais c'est plutôt en fait, une personne, que quand j'ai reçu son appel, ça m'a fait bizarre en fait. C'est une personne qui était en Guadeloupe, qui avait le même âge que moi Mmh mh. et qui m'a dit: «Voilà, je t'appelle en dernier secours et en dernier recours». Juste avant, j'ai appelé le centre d'euthanasie en Suisse. D'accord, Donc cette personne-là, depuis que je le connais, je le citerai pas parce qu'il y a une confidentialité, bien sûr. mais je le suis en fait, oui, parce que sur cette partie-là, nous, il y a uniquement ma femme et moi qui regardons les dossiers, Mmh mh. mais voilà, il y a une notion de confidentialité, de conformité quand même, on fait pas n'importe quoi. Je le suis depuis 2 mois, 1 mois et demi et maintenant il commence à rire à mes blagues et bien sûr, il va pas en arriver là, hein. Il a sa deuxième partie de sa vie, il va même revenir en France. J'ai aussi beaucoup de profils de dames, de mamans ou de jeunes qui sont plus sur le TSA, parce que les femmes, sont beaucoup touchées par le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, avec, des demandes particulières, des angoisses, des moments de doute très importants, voire des burn-out émotionnels et ça, c'est des dossiers qui sont un peu plus complexes à gérer, mais il y a de tout. Je peux pas tout expliquer forcément parce que c'est compliqué et chaque dossier est Mmh. voilà,
à respecter. Mais il y a vraiment une demande et une souffrance qui est énorme, un besoin en France qui est important, des familles qui sont incomprises, qui sont, dans la tristesse et qui ont besoin d'accompagnement ou même ils ont pas d'accompagnement de mise en relation avec des professionnels de santé, où il y a des endroits où il y a des déserts médicaux, où il faut rouler 3 heures et attendre 24 mois pour avoir un rendez-vous. Mmh. C'est vraiment tout un système à repenser, mais déjà, le fait de leur parler, les accompagner, les soutenir et être dans une réactivité, parce que des fois on me demande des professionnels de santé en Guadeloupe, entourés d'eau, je trouve ça, à moins d'une heure et les gens sont contents parce que comme ça ils appellent, on trouve des gens intéressants. Mais merci. Jérémy, selon toi, pourquoi les familles TDAH se sentent si seules? Ah, ça c'est une belle question, une belle question. Parce qu'en fait, on voit uniquement le comportement, mais on voit jamais la souffrance derrière. Mmh. Et il y a parce que les parents, en fait, ils ont peur du jugement. On est encore en France, en 2026, un pays, en France, où on a peur du regard des gens. Combien de fois, moi, je me suis retrouvé dans le métro ou au supermarché et il y a des personnes, ancienne génération, mais pas que, qui regardent mon fils et qui me regardent: «Ah beh, les parents, ils savent pas l'éduquer cet enfant». Mmh. Voilà, donc forcément, c'est compliqué et parce qu'aussi l'accompagnement, aujourd'hui, il est trop écarté. Il est vraiment trop lent. Et je dirais qu'il est aussi trop théorique. Cette notion d'accompagnement, il faut le retravailler et il y a aussi cette notion d'aidant aussi, j'irai plus loin parce que les aidants, on les oublie. Mais les aidants en France ont une place importante et très, très importante et quand on voit que sur un dossier MDPH, l'aidant mérite une seule feuille, une seule page sur 20 pages, je trouve ça vraiment, honteux. Pardon, je vais utiliser le mot honteux. Bah, je suis tout à fait d'accord. Je viens de faire le dossier MDPH, pour Charlie, enfin le renouvellement. Pour moi, oui, Heu, un dossier oui. aidant mérite en fait, vraiment un projet de vie comme on marque le projet de vie d'une personne handicapée. Il y a pas c'est pas un projet de vie, mais il faudrait expliquer en fait son Son quotidien. quotidien en tant Mmh. qu'aidant, vraiment ce que ça implique derrière. Parce qu'il y a des aidants en fait qui tombent aussi dans des burn-out, dans des situations d'isolement ou qui veulent même pas dire qu'ils sont aidants. Donc il y a un vrai travail de fourmi et de fond à faire en France. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que les aidants, bah, souvent, enfin, dans ma communauté, c'est souvent les mamans et souvent les mamans doivent réduire leur activité professionnelle Et pour oui. pouvoir accompagner l'enfant au rendez-vous et du coup, on voit pas toute cette charge mentale qui est liée au travail, aux enfants et à cette partie d'aidant qui prend beaucoup de place dans le quotidien. C'est ça, beh, moi dans mon cas, je suis aidant par rapport à mon fils, mais je Ouais. suis aussi aidant par rapport à ma femme qui est donc la coprésidente, parce que ma femme a une maladie importante au niveau des poumons, je peux dire, hein, la BPCO, donc c'est une maladie qui est costaud, la BPCO et ce rôle d'aidant, je le vis, quasiment 24 heures sur 24. Mmh. Il y a des moments, c'est plus calme, mais c'est pas pour ça que je me suis défini vraiment aidant dans ma tête. Mmh. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, à le dire et j'ai rien demandé par rapport à ça. Je le fais bien sûr comme tout le reste de manière bénévole et voilà, c'est même pas une question à se poser, à se dire que c'est bénévole. Pour moi, c'est je suis mari, je suis, son mari, je suis le papa, donc voilà, c'est logique. Mais il y a beaucoup de gens qui s'isolent par rapport au rôle d'aidant, oui. C'est pour ça que c'est important et on a un peu dérivé sur ça, mais c'est aussi important de parce qu'il y a beaucoup d'aidants dans le domaine du TDAH. Oui et ils sont souvent invisibles. Exactement. Donc concrètement, une famille qui pousse, l'association, des petits éclairs aujourd'hui, elle trouve quoi, Jérémy? Elle trouve, elle trouve en fait, merci déjà de pousser la porte. Merci d'avoir le courage de la pousser et une fois que vous l'avez poussée, beh, vous trouvez beaucoup de lumière. Non, je dis des bêtises, mais vous trouvez en fait, vous trouvez de l'écoute. En un, vous trouvez de l'écoute, vous trouvez de la compréhension, vous trouvez une personne en fait qui a vécu ça depuis 41 ans avec des difficultés sur tous les niveaux, école, collège, lycée, interaction sociale et professionnelle. Et surtout vous trouvez, des ressources que ma femme travaille, avec des kits pédagogiques sur tout âge d'enfant, chaque lieu de vie pour apaiser les parents et les enfants et réduire le niveau de stress et de crise et surtout vous trouvez aussi en dernier lieu, je dis beaucoup de «et surtout», donc je vais réduire, un espace où on n'est pas jugé quoi, où on ne te juge pas. C'est important d'être, pas jugé et de pouvoir avoir une oreille, qui nous écoute. Donc merci pour ça. Selon toi, c'est quoi la première chose qu'un parent devrait comprendre sur le cerveau, TDAH de son enfant? Très bonne question, Émilie, ça. Tu vois, je vois que tu poses des bonnes questions, ça y est, là tu attaques des choses un peu plus, complexes. Mmh. En fait, le cerveau TDAH, c'est pas un manque de volonté qu'il a, une personne, c'est un cerveau qui fonctionne différemment.
Il y a d'ailleurs un film qui est sorti par rapport au TDAH dernièrement. Ce film porte bien son nom, il s'appelle Différentes. Oui. Ça porte bien son nom. La notion de différence, voilà, parce que souvent je reviens ce matin, j'étais en rendez-vous avec, une sophrologue, on en parlait justement de ça. Quand on soigne un TDAH, et qu'on lui donne un médicament, souvent de la Ritaline, avec d'autres possibilités. Mmh. On soigne comme une personne qui est malade, on lui dit: On va te donner un médicament, tu es malade». Mais est-ce qu'une personne TDAH est malade? Pour moi, non. C'est un trouble, c'est pas une maladie. Ça veut dire qu'on a un cerveau qui fonctionne différemment, qui a besoin d'être guidé différemment, avec des approches différentes. Et quand il y a un parent qui comprend que en fait, l'enfant n'est pas malade, mais, c'est un moi je dis pas que c'est un handicap et je dis pas que c'est un trouble. C'est encore Mmh mh. pire que ça. Le La France dit que c'est un trouble et un handicap reconnu par la MDPH parce qu'il faut mettre une case. Moi, je dis que c'est une force et à tous les parents, je leur dis: «C'est une force». Si c'est un enfant, voilà, il a un renard actuellement dans le ventre, il faut savoir l'apprivoiser, ça Mmh. prendra du temps, mais quand il va l'apprivoiser, ce renard, cette force qu'il va avoir, c'est des la France, elle est pas prête. On a des gens, en fait, maintenant qui ont une intelligence différente, on a des gens qui ont ces différences-là. Ils sortent du cadre et la France et et les autres pays ne savent pas comment faire, mais c'est peut-être l'humanité qui a fait ça pour qu'il y ait 4 à 5 de gens qui sont capables de faire des grandes choses. Donc ne leur jetez pas la pierre et s'il vous plaît, parents, comprenez tout ça parce que ça changera tout pour ce que vous allez faire avec votre enfant. Oui, tout à fait. Moi, je dis qu'ils ont des super pouvoirs. C'est Donc ça, le petit renard, ça me va bien aussi, je c'est c'est une ça, belle image. c'est ça. Quand vous avez des parents qui viennent, vous voir ou que tu as déjà eu au téléphone et qui te disent qu'ils ont honte, Oui. honte des crises, des cris et qui n'osent pas en parler à leur entourage, tu leur dis quoi? J'en ai beaucoup malheureusement. J'ai même des mamans qui supportent pas les cris, en fait, des choses comme ça, donc ça revient souvent. C'est redondant. Moi, je dis qu'en fait, dans la vie et de manière générale, hein, TDAH ou pas TDAH, la honte n'a rien à faire ici. Pourquoi? Oui. Parce que c'est pas un enfant je leur dis: «Votre enfant, il n'est pas difficile, il est en difficulté» et c'est une différence entre le mot difficile et être en difficulté Mmh. et lui, il ne sait pas qu'il est en difficulté. Et ce qu'il faut faire, c'est en fait, il faut que les parents, il faut faire déjà plus que ce qu'ils pensent. En gros, plus ils seront proactifs et plus ils seront dans la récompense et le remerciement de son enfant sur des petits trucs et être fier de son enfant et pas lui montrer qu'il est handicapé, parce que j'aime pas ce mot-là, et beh, ça sera beau. Je peux donner une petite image? Bah, oui, tout à fait. Voilà, beh, on a un chanteur connu, qui a fait The Voice et qui avant a fait des grandes études et qui est devenu, dentiste, qui s'appelle Amir. Il a fait une courte vidéo sur ça où il disait qu'il remerciait vraiment ses parents de toujours l'avoir accompagné, de toujours l'avoir remercié, de toujours à vouloir les élever au plus haut et qu'ils ont jamais vu en fait qu'Amir était handicapé, mais qu'ils l'ont toujours vu comme, on va dire un enfant brillant et différent et grâce à ça, beh, Amir il s'en sort pas si mal, hein. Il était dentiste, voilà au Liban je Mmh. crois, c'est son nom et après il a fait The Voice et beh, je pense il a quand même une carrière pas si moche que ça derrière lui. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est cette image-là de d'Amir, de vous dire, voilà, vos enfants, il faut les élever plus haut que soi, il faut les accompagner, il faut surtout pas les freiner. Si votre enfant, il a envie de faire de la culture, laissez-le faire de la culture. S'il veut faire du piano, de la musique, de la danse, laissez-le faire. S'il veut faire du foot, du basket, laissez-le faire. Il faut laisser faire ce qu'il en a envie, il faut simplement l'accompagner et ne jamais lui forcer à les choses et si vous faites tout ça, vous serez des super parents accompagnants, proactifs et vos enfants, ils sauront que vous en remercier plus tard. Oui, tout à fait, parce que souvent un enfant qui a un trouble on dit qu'il a un super pouvoir et quand il a trouvé son super pouvoir, il est bon, voire très bon dans son domaine et ça lui permet de gagner, de la confiance en lui et de l'estime de lui parce que souvent ces enfants-là ont très peu confiance en eux. Donc c'est vrai Exactement, que de trouver le super pouvoir ou trouver la super activité qui va lui permettre de se dépasser. exactement. Alors, pas du tout confiance, je sais pas, mais un manque de confiance, oui, parce que forcément, ça fonctionne pas forcément pareil en haut, au Mmh, niveau cérébral. oui, tout à fait. Jérémy, c'est quoi la vision des petits éclairs dans 2 ans, par exemple? Oh, des grands éclairs. Super. Non, je dirais qu'en fait, on va continuer à se structurer. Oui. Dans 2 ans, je sais pas, mais on est plutôt sur du plus court, en fait, parce que
Notre idée, c'est que si ça continue à bien marcher, on aimerait à terme mettre un représentant et un référent sur chacune des 23 régions de France, OK. déjà. On Mmh. veut continuer à faire du maillage territorial parce que l'ancrage territorial et local est important. Oui. Voilà et surtout, beh, écoutez, nous, on a prévu, d'ici quelques semaines de partir enfin, moi, j'ai prévu de partir en Suisse parce que j'ai une personne que je vais rencontrer qui est autrice d'un livre sur le TDAH qui s'appelle madame Anne Bonvin, Mmh. qui est thérapeute par le toucher. Cette dame croit en moi, alors je sais pas pourquoi, mais bon, elle croit en moi, mais on aimerait et normalement, on va essayer de monter une antenne des petits éclairs sur, Genève, en Suisse. On aimerait aussi faire ça sur la même démarche, sur Séville, en Andalousie, d'ici 6 mois à 1 an et j'ai aussi un ami à moi qui est expatrié, au Mexique et qui était avec moi donc sur le même master, qui travaille donc, sur une société qui s'appelle Newrest en restauration, d'entreprise et qui deviendrait mon référent sur le Mexique d'ici 1 an et demi. Et plus largement, parce que je pense que ça, c'est important, j'aimerais, si l'association continue à perdurer, sur, cette notion d'expansion, déposer un dossier d'ici 1 an ou 1 an et demi auprès de l'institution française, donc l'État Mmh. et défendre les petits éclairs pour que mon association soit reconnue d'utilité nationale. Beau programme, bravo, bravo Merci. à vous, pour tout ce que vous faites. Donc j'imagine que vous allez avoir des bénévoles, enfin ou vous en avez déjà peut-être pour vous seconder parce que Non, ça va être compliqué tous les 2, non? on n'en a pas, Émilie, pour l'instant. J'ai juste, en fait, mes 2 mes enfants, mes filles. OK. Et parce que mon fils est un petit peu petit pour être petit, même si maintenant il le dit, hein: «Je suis un petit éclair, association un petit éclair». Il a même le t-shirt et tout. On n'en a pas trop de bénévoles. On a une fille qui a été très bien, m'a fait une super lettre de motivation, un CV, un mail accompagnatif et qui va devenir bénévole de septembre à mars et qui va même venir m'aider pour le premier événement de lancement qui a lieu donc le samedi 6 juin, en distanciel et en présentiel. Heu et qui est en licence de psycho et qui est très bien par rapport à la cause de TDAH. On est en recherche de bénévoles, mais malheureusement, on a peu de retours. C'est triste, mais on a beaucoup plus de gens qui sont en partenariat avec des approches, comme je t'ai dit, alternatives. On a renforcé aussi le partenariat divers et variés sur des associations sportives, culturelles, des commerces spécialisés et autres. Mais forcément, on va avoir besoin de bénévoles, oui, je ne vais pas le cacher. Donc amis auditeurs et auditrices, si, le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre l'association Les Petits Éclairs. Je vous mettrai les informations, dans le descriptif de l'épisode. Avec, grand cœur, avec un immense plaisir et surtout, ne vous freinez pas, que vous soyez dans les 4 coins de la France parce que j'ai Teams, j'ai Google Meet, j'ai Zoom, mais surtout j'ai mon téléphone, j'ai WhatsApp et peu importe où c'est que vous vous trouvez en France, quand vous m'aurez envoyé un message, quelques minutes après, je vous appelle, hein. C'est réactif avec Jérémy. Oui. Hem, du coup, l'épisode va sortir le samedi 6 juin et du coup, tu me parles d'un événement qui aura lieu le 6. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, c'est concomitant à ton épisode, en fait, Ah bah, forcément, tout hein. à fait. On va faire tu sais, on va faire un teasing à la Mission Impossible pour savoir lequel sera en premier. Beh, écoute, nous, on avait prévu de faire un événement par mois. OK. Il est vrai qu'au mois de juin, il y en a 3 finalement. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a mon côté TDAH qui a dû sortir. Donc le premier événement, c'est l'événement du lancement, de l'association officiellement et journée porte ouverte. Donc c'est un événement qui se déroulera en plusieurs temps, dans le sens où j'ai voulu faire 3 créneaux. Un créneau de 10 heures à midi, un de 14 heures à 16 heures, un de 16 heures à 18 heures. Chaque créneau sera possible en présentiel et en distanciel pour les gens qui sont connectés de partout en France et plus largement dans le monde. Mmh. Avec un temps de présentation de l'association, rapide et parce que forcément les grandes phrases qu'on est tous TDAH, on n'aime pas ça, ça nous fait Oui. entre guillemets «bip, bip, bip, bip». Voilà et un grand temps en fait d'entracte pour pouvoir vendre quelques gâteaux, des crêpes, des sandwichs, des boissons parce que bien sûr ça peut faire vivre un peu l'association vu qu'on est en lancement Mmh. et après un grand temps, parce que ça j'y tiens et ça sera présent sur tous les événements, un grand temps d'échange entre les parents et les professionnels présents. Voilà. Le 13 juin, se suivra un café rencontre, avec des parents pour plus de localité sur les gens de proximité de Montrégeau, mais Mmh. également présence aussi distancielle pour du café virtuel, hein, même si, c'est pas moi qui servirai le café. L'après-midi s'en suivra 3 ambassadrices que j'ai proposé de venir et qui vont faire des présentations d'une entreprise, doTERRA qui propose des huiles essentielles avec des vertus apaisantes pour les enfants et parents TDAH.
ou, pour les parents anxieux. C'est Mmh. apparemment on met ces crèmes, enfin ces huiles essentielles apaisantes et au bout de 30 secondes, voilà, on est apaisé, c'est bah, à voir. Mmh. À voir. À voir et c'était pas prévu, mais finalement, le 21 juin, jour célèbre de la fête de la musique et de la fête des pères, cette année et je fais un karaoké solidaire. Donc karaoké solidaire où chaque personne va payer 5 € l'entrée et tous les fonds seront reversés à l'association, je précise bien. Oui. Chaque participant va avoir droit à une, super lunette que j'ai achetée en forme de petits éclairs ou un peu fun, des lunettes. Et n'ayant pas trouvé d'animateur parce que forcément tout le monde est réquisitionné pour la fête de la musique, je serai l'animateur officiel de ce karaoké solidaire où je chanterai également, quelques chansons et voilà donc bonne ambiance assurée, on va dire de 4 ans à 103 ans, plus de 50 000 chansons possibles via Carafun dans une salle des fêtes de 300 mètres carrés et où, on va pouvoir se faire plaisir entre 19 h et 1 h du matin. Eh ben, dis donc, beau mois de juin. Ouais, chargé un peu, chargé, ouais. Tout ça est disponible sur votre page Facebook, c'est ça? Oui, tout ça est Donc du disponible coup, sur notre page Facebook. Les événements sont disponibles. Vous pouvez, bien sûr, regarder les événements. Si vous intéresse, vous pouvez vous mettre en participant ou en intéressé. C'est mieux en participant parce que ça donne plus de gens envie d'être participants et après pour le premier événement, pour ceux qui sont en distanciel, je fournirai les liens Teams normalement mercredi, à quelques jours de l'événement. donc je mettrai le lien, de la page, Les Petits Éclairs, dans le Oui, oui, descriptif de oui, l'épisode, hein. bien sûr. Jérémy, pour terminer, j'ai encore une petite question. Pour une Ah! famille qui est en cours de diagnostic, ou qui a des doutes sur le trouble de son enfant, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Beh, déjà, en fait, c'est, de ne pas se fermer, en un. En 2, de ne pas avoir peur, de se dire, c'est très compliqué quand on se dit ça parce qu'on peut se dire mettre des mots MOT sur des mots MAUX, ça peut être Mmh, compliqué. c'est difficile, hein. J'aime beaucoup cette expression MOT sur des mots MAUX. Oui. Moi, c'était une amie à moi sur un master qui avait sorti ça sur un concours d'éloquence. Moi, j'étais sur du Diego est-il libre dans sa tête ou pas? Donc rien à voir, mais j'ai beaucoup aimé, donc je vais récupérer, ton expression. Pardon Estelle, si tu m'écoutes et pour les droits d'auteur. Mais, non, en fait, il faut vraiment, se renseigner, en parler, être entouré de gens, de sa famille ou des amis qui ne sont pas dans le jugement et qui seront dans cette même compréhension. Il vaut mieux avoir 2 amis, 3 amis qui sont, se dire, qui sont dans cette, ouverture d'esprit sur le TDAH, que d'avoir des gens qui seront là: «Ah ben non, c'est pas possible, ça vient de toi» et tout ça. Loin de là, parce que là, dans ce cas-là, c'est pas des amis et Mmh. après, beh, il faut être proactif. C'est-à-dire, on a cette, on a cette suspicion et beh, dans ce cas-là, il faut prendre rendez-vous. Pour, faire un bilan. Et après, il faut pas avoir peur et il faudra se dire que ça prendra du temps. C'est un long chemin, mais c'est un beau accompagnement. Moi, mon fils a 5 ans et demi, ça fait 3 ans que toutes les semaines, on doit rouler à peu près, 25 kilomètres pour l'amener chez sa psychomotricienne tous les mardis. Oui. Il va pas à l'école le mardi. Des fois, c'est dur, il a pas envie, mais ce travail qu'il fait chez la psychomotricienne et là, dernièrement, il a fait des bilans aussi orthophoniste, c'est important. Ça lui permet de grandir, ça lui permet d'avancer et c'est surtout pour aller plus loin, ce qu'on appelle l'équité et l'égalité des chances. Aujourd'hui, ces enfants qu'on a qui sont différents, moi, je me bats et je me battrai toujours pour eux parce que je veux qu'ils aient la même égalité et équité des chances que les autres. Il m'est pour moi inconcevable qu'un enfant qui est reconnu handicapé n'ait pas les mêmes chances qu'un enfant normal. Enfant ou adulte, hein, mais voilà, Oui, oui. et cette notion de justice, ça me révolte et je veux vraiment que tous ces neuroatypiques, tous ces petits éclairs, grands éclairs, brillent vraiment partout et au plus haut. Bah, Jérémy, merci pour cette interview. C'est très riche, comme d'habitude, c'est toujours très riche les interviews. Ah, Donc merci à toi Émilie, hein, c'est bah
Merci Ah oui. vraiment de m'avoir proposé de faire ce alors moi, c'est vrai que je connaissais pas vraiment ce mode parce que je suis un fanatique de radio depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait 28 ans que je suis un fanatique de radio. Alors je connaissais pas vraiment ce mode de podcast, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus la voix, qui est mis en valeur, suivant les intonations et la manière de parler, mais je trouve ça fun, en fait et c'est vrai qu'il faut aussi ouvrir à des nouvelles, voilà, des nouvelles alternatives en 2026 qui sont intéressantes et il y a des gens, ils sont fanats de podcasts comme certains sont fanats de manga quoi, donc pourquoi pas? Ben, voilà, moi j'en écoute beaucoup et le jour où je me suis dit: «Mais pourquoi pas en créer un?» Je me suis dit: «Oh» puis voilà, j'en suis au 21e épisode donc Et ouais, non, mais ça se voit, tu as un beau micro en plus, avec du joli verre, je vois donc et je vois que tu y prends goût et c'est cool. j'aime beaucoup ça. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Je Eh pense beh, que personne ne le continue, savait, j'aime beaucoup ça. continue, je ne peux que t'encourager à continuer et nous sur ta fonction de podcasteuse. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, cette interview? Ouais, ouais, je voudrais simplement dire que si, vous avez été touché par cette histoire, par notre histoire, et si, vous vous sentez, fatigué, si vous vous sentez avec des questions ou si vous avez besoin de parler, de soutien, d'accompagnement ou tout autre, que ce soit pour vous, un proche, quelqu'un de votre famille, ça vaut la peine de prendre le courage de me contacter. Je mords pas, je suis plutôt gentil et voilà donc l'association Les Petits Éclairs est là pour vous, voilà, Jérémy Tougne. J'ai 41 ans, je suis aussi TDAH, je comprends, ce que vous pouvez vivre au quotidien. Il y a aussi un enfant neuroatypique et donc n'hésitez pas à me contacter. On n'est plus du tout seul, on est une grande communauté et ensemble on avancera et c'est même pas ensemble on avancera, ensemble on avance, pardon. Tout à fait. Donc Jérémy, merci vraiment. Donc je retiens 3 choses de cet échange, je vous les laisse avant de partir. La première, c'est l'isolement des familles TDAH qui n'est pas une fatalité, c'est un problème réel qui n'est pas de votre faute et qui peut être brisé. La deuxième, vous n'avez pas besoin d'être expert pour agir. Jérémy et son épouse n'avaient pas de diplôme en neuropsy, même si je note que Jérémy va se former bientôt. Quand ils ont lancé l'association, ils ont leur vécu, leur courage et l'envie que ça change. C'est souvent plus puissant que n'importe quoi. Et la troisième, celle que j'ai envie de te laisser, c'est quand un parent comprend vraiment comment fonctionne le cerveau de son enfant TDAH, quelque chose se dépalace. Pas juste dans les crises, mais dans leurs relations, dans le regard qu'on pose sur lui, dans ce qu'on se dit à soi-même le soir quand on s'en veut. C'est exactement pour ça que j'écris la méthode LIRE, pas pour te donner une liste de conseils de plus, mais pour t'aider à comprendre pourquoi ton enfant fait ce qu'il fait et quoi dire concrètement dans ces moments où tu n'as plus aucun mot. Tu peux envoyer le mot LIRE en DM sur Instagram et je vais te répondre. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie, à une belle-sœur, à une maman que tu croises à l'école et dont tu vois dans les yeux qu'elle rame. Parce qu'un épisode change une journée et parfois ça change bien plus que ça. À très vite, prends soin de toi et de ce petit éclair qui habite chez toi. Maman, maman, au cœur du TDAH, du chaos à la sérénité. Maman, maman, au cœur du TDAH, du chaos à la sérénité. Maman, maman, au cœur du TDAH, du chaos sérénité. Maman, maman, au cœur de TDAH, du chaos